Bonjour à tous, c'est Simon, le 1er avril est passé, et pourtant l'actualité du cinéma ressemble toujours à une vaste blague, on va la regarder un petit peu ensemble. Alors, depuis quelques heures, on a les premières remontées du box-office d'un des films les plus attendus de l'année, d'un des rares blockbusters dont on savait qu'il allait arriver sur les écrans, c'est Godzilla vs Kong. Godzilla vs Kong est sorti aux États-Unis, mais dans de très nombreux pays dans le monde. Aux États-Unis, simultanément, en salle et sur HBO Max, et sur grand écran, dans pas mal d'autres nations de par la vaste planète Terre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelques jours après sa sortie, le film a amassé un peu plus de 48,5 millions de dollars en salle aux États-Unis, et il a probablement dépassé les 50 à l'heure où je vous parle, et sur l'ensemble du globe, il en est déjà environ à 300 millions de dollars de recettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces chiffres? Déjà, ça signifie que le film est tout simplement, on va dire, de la période pandémique ou post-pandémique, le plus gros démarrage en salle de ces derniers mois. C'est encourageant parce que ça tend à dire qu'on semble s'acheminer vers un retour à la normale tant dans la capacité des productions à exploiter leurs films sur grand écran, c'est-à-dire avec un vaste parc de salles et un parc de salles ouvert à l'international, mais également un retour à la normale dans l'excitation, l'envie, le désir des spectateurs de retourner au cinéma. C'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, si on regarde un petit peu, si on totalise, à l'heure où on en est, le film doit être aux environs donc des 340 millions de dollars à l'international, tout compris, ce qui l'amène finalement à quelques encablures seulement des chiffres du précédent film, Godzilla King of Monsters, qui avait achevé sa carrière à l'international avec 386 millions de dollars récoltés. Alors, certes, c'était considéré comme une contre-performance, pas loin d'un bide, pour un film qui avait coûté aussi cher et sur lequel le studio Warner mettait tant d'enjeux. Néanmoins, leurs conditions d'exploitation étaient très différentes, le contexte n'était pas du tout le même, et donc voir seulement en un week-end prolongé, Godzilla vs Kong être capable d'arriver dans ces eaux-là, c'est très bon signe. Ça valide donc plutôt la politique de Warner, plutôt sa stratégie marketing, et puis tout ça est d'autant plus fort que même si le score sur le territoire américain est le plus élevé de ces derniers mois, aux environs de 50 millions de dollars, c'est quand même très en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un film de cette ampleur, mais n'oublions pas, comme je vous le disais en préambule, qu'il est sorti simultanément sur HBO Max, ce qui veut dire que tous ceux qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se rendre dans des salles avaient la possibilité, le jour J, le jour 1, le day 1, de voir le film sur la plateforme HBO Max plutôt qu'au cinéma. Et on peut supposer que beaucoup de gens ont fait ce choix. Et que dans une situation où il y a littéralement cette opportunité, ce dilemme, que le film est quand même tapé dans les 50 millions de dollars sur le sol américain, où il était visible sur plus de 3000 écrans, c'est quand même une très belle performance. Alors, il faut bien sûr rester prudent dans notre analyse pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que on ne connaît pas du tout les chiffres de HBO Max parce que Warner, comme les autres studios, comme les autres plateformes, ne donne quasiment jamais de chiffres précis, et en tout cas ne donne jamais des chiffres, on va dire, qui soient collectés par des entités indépendantes. Donc quand ils nous disent « Waouh, c'est super, on a encore fait mieux que d'habitude !» on ne peut que les croire, et la prudence intimerait, on va dire, de les croire avec une pincée de sel. Mais néanmoins, il n'y a pas de raison de penser que le film n'ait pas été regardé sur HBO Max, qu'il n'ait pas amené de nouveaux abonnés, ou qu'il n'ait pas satisfait les abonnés qui étaient déjà présents. Donc, a priori, c'est quand même plutôt un carton plein, ou en tout cas un carton qui va vers quelque chose de très positif, vers une mécanique vertueuse pour Warner Bros. Et en général pour les cinémas, et donc c'est très intéressant. Intéressant à tel point que le site américain Deadline a sorti comme quoi, il était de moins en moins certain que Dune qui est attendu donc pour la fin de l'année, qui a été repoussé plusieurs fois, Dune de Denis Villeneuve, sorte simultanément sur HBO Max et au cinéma. En effet, c'est la même maison de production que pour Godzilla vs Kong, c'est Legendary Pictures, qui ont déjà fait savoir de manière assez vocale qu'ils n'étaient pas du tout favorables à une exploitation simultanée en plateforme et sur grand écran. Eux doivent continuer de pousser en interne pour que le film sorte prioritairement au cinéma. Et c'est vrai que ça pose plein de questions. Le réalisateur Denis Villeneuve lui-même, il y a quelques mois, avait fait savoir que selon lui, le sortir dans ce double format-là, c'était prendre le risque de tuer la franchise au cinéma, parce que bien sûr, le film a vocation à ne pas adapter que le premier volume des romans de Frank Herbert, mais à être au minimum une trilogie. Et donc, il faut bien voir que c'est un projet qui est un peu particulier, Dune, parce que sur le papier, c'est un pur blockbuster, en termes de budget, en termes d'ambition visuelle, en termes également de casting. Néanmoins, c'est un film d'auteur et assumé comme tel, vu que c'est bien la mise en scène, la patte et le projet de Denis Villeneuve, metteur en scène, qui nous sont vendus. Et en plus de ça, Dune, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction que tout le monde se doit avoir lu, c'est tout sauf un texte
extrêmement évident à adapter aujourd'hui sur grand écran, a fortiori avec un gros budget, parce que ça n'est pas le texte le plus accessible de SF qui soit, parce que ça n'est peut-être pas le plus lu aujourd'hui, et qu'en plus de ça, il joue avec des thèmes, avec des figures, avec des motifs qui peuvent être un petit peu problématiques, compliqués à gérer pour un gros studio hollywoodien aujourd'hui. Si vous l'avez lu, vous le savez, parce qu'il est question, on va dire grosso modo, d'une lutte religieuse entre différents peuples et d'un grand combat spirituel qui fait nécessairement écho à plein de questions aujourd'hui dans l'actualité, question que n'a pas forcément envie d'aborder un studio dans un blockbuster. Bref, la question se pose pour Dune de savoir s'il sera exploité en salle ou en salle et HBO Max, et ça va être une question assez passionnante à regarder, qui évidemment va être très dépendante des résultats de Godzilla vs Kong. Ensuite, autre sujet, de ce bon vieux Snyder Cut dont on a beaucoup de mal à passer plus de 48 heures sans vous en parler, eh bien il se trouve que ce bon Zack Snyder a dévoilé sur les internets, via Twitter, sur les réseaux sociaux, une nouvelle scène, une scène coupée, ou plutôt un montage alternatif d'une de ces nouvelles scènes qui se déroule dans le Nightmare. Vous savez, c'était une des dernières séquences du film du Zack Snyder's Justice League, le Snyder Cut. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a dévoilé? Tout simplement pour accompagner la promotion d'un t-shirt sur lequel il est écrit une merveilleuse réplique « We live in a society », on vit dans une société, qui avait elle-même été mise en avant lors de la promotion. Et donc, ce t-shirt, tout simplement, si vous l'achetez, on verra les revenus engendrés aller à l'Association américaine de prévention du suicide. C'est évidemment une des conséquences et un des projets qui ont entouré le départ puis le retour de Zack Snyder, qui avait quitté le film initialement suite au suicide de Autumn, sa fille adoptive, et donc bon voilà, c'est une initiative plutôt cool. Il faut savoir que les fans, du moins une partie des fans du Snyder Cut, ont été très à fond en fait dans ces initiatives-là depuis qu'ils se sont mis à militer pour que le Snyder Cut voit le jour. Donc voilà, si vous voulez empêcher les Américains de se suicider, vous pouvez toujours acheter ce t-shirt, et sinon vous pouvez toujours regarder cette séquence dans laquelle apparaît enfin la fameuse réplique du Joker qui avait été mise en exergue dans la promotion. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire passer un message solennel à Zack Snyder. Il faut arrêter maintenant. C'est fini. Ça durait déjà 4 heures, c'est fait, c'est très bien, c'est très bien de l'avoir fait. Voilà, en plus il y a la version noir et blanc ou grise et grise, Justice is Grey qui arrive bientôt. Voilà, maintenant faut fermer monsieur, on éteint là, on arrête, on ne peut pas avoir des montages alternatifs aux effets non finalisés, de séquences nouvelles, déjà pas très finalisées. S'il vous plaît, nous on a plus les nerfs. On ne tient plus. Il faut arrêter maintenant de nous mettre des trucs comme ça sous les yeux, parce que nous, on est obligé d'en parler pour que les gens cliquent et nous donnent plein de sous. Et c'est de la douleur. C'est beaucoup de souffrance. S'il vous plaît, stop. Ensuite, maintenant on va vous parler, il y a le nouveau trailer de Loki qui est tombé il y a quelques heures, et mine de rien, déjà on y apprend énormément de nouvelles choses, on revient dessus en long et en large sur écran large, on vous mettra les liens dans la description de cette vidéo, mais c'est l'occasion de voir un peu tous les défis et toutes les questions qui se posent à cette série, qui se posaient déjà aux précédentes séries Marvel, Disney+, à savoir WandaVision et celle qui est actuellement en cours de diffusion, Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais il me semble que cette série vraiment surligne et remet en exergue, en avant, les problématiques inhérentes à la politique créative qu'a choisi Disney+. Je m'explique. Donc Loki, bien sûr, ça va être la série, le show qui va être dédié aux aventures de Loki qu'on avait vu pour la dernière fois dans Endgame disparaître, hop là, en récupérant le Tesseract et passant, hop là, dans une autre dimension, dans un autre pan de réalité, se téléportant au loin. Et bien, alors le premier challenge, c'est celui qui consiste à faire d'un personnage secondaire un personnage principal. On pourrait appeler ça le syndrome Pirates des Caraïbes, où rappelez-vous, dans la saga s'est mise à décliner très forte à partir du 4e épisode, quand Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, qui est un personnage ultra important, un personnage emblématique, mais qui avait toujours été un personnage secondaire, est devenu le personnage moteur de l'action. Parce qu'on peut être un personnage secondaire génial, on peut être un personnage secondaire qui apporte énormément à l'œuvre, c'est très différent d'être le personnage qui fait tout se mettre en mouvement. Apporter, on va dire, un assaisonnement, du goût, du caractère à une œuvre, ça n'est pas la même chose que la mettre en branle. Et donc, on va voir si avec Loki j'y arrive, parce que Loki a beau être un personnage extrêmement populaire, apprécié de nombreux fans, il a toujours été plus ou moins un outil narratif, soit pour créer un peu de disruption, soit pour créer des rebondissements, soit tout simplement un ressort comique, mais il n'a jamais été au centre de la narration, et même quand il était dans le premier Avengers, le méchant, il était clairement une donnée accessoire. Très plaisante, travaillée avec pas mal de charme, mais voilà,
il n'a jamais été le cœur du dispositif. Donc ça va être un vrai défi de réussir à le faire. On va voir si le showrunner en question, qui a été embauché pour s'occuper de la série, Michael Warden, qui avait précédemment notamment travaillé comme producteur sur Rick et Morty, et puis qui est aussi auteur sur le prochain Doctor Strange, qui sera réalisé par Sam Raimi. On va voir si Michael Warden arrive un petit peu à gérer tout ça. Et puis, ça va poser une autre question pour cette série qui arrive sur Disney+ le 11 juin, c'est jusqu'à quand, comment Disney va réussir à, être créatif dans un cadre extrêmement normé, extrêmement donné. Parce que la particularité, comme plateforme de Disney+, c'est que jusqu'à présent, ces créations originales sont des créations à l'intérieur d'autres créations, que ce soit la palanquée de séries Star Wars qui sont annoncées, que ce soit les séries Marvel. En gros, on essaye de faire des récits de types différents. Ici, quelque chose d'un peu méta, ici, quelque chose comme dans Loki qui va être vraiment plus de la SF à la Doctor Who, ou dans Falcon and the Winter Soldier, un truc d'aventure buddy movie. Mais donc, comment réussir à faire, on va dire, des récits qui sont dans des genres très marqués, quand eux-mêmes doivent s'inscrire dans la mythologie très précise d'un univers, et en plus avoir un rôle de liant, d'interconnexion entre différents longs métrages. Donc voilà, ça me semble être des défis qui, mine de rien, ne sont pas inintéressants, et j'ai envie de dire qu'on soit curieux ou pas de découvrir Loki, il va y avoir plein de choses à regarder à ce niveau-là, et voir, moi c'est une vraie question que je me pose en voyant ce nouveau trailer, où il y a beaucoup d'images assez spectaculaires, où on sent qu'il y a une volonté de donner de l'ampleur, mais en même temps de jouer un peu sincèrement des dialogues rigolos, avec un peu d'esprit, avec un peu de malice. Comment est-ce qu'un cahier des charges aussi complexe, potentiellement contradictoire, va bien pouvoir être mené à bien. Et enfin, notre reco du jour, c'est la saison 2 de Hippocrate, réalisée, écrite par Thomas Lilti. Vous pourrez trouver une excellente critique du camarade Geoffrey sur le site d'Écran Large, le lien est en description. Allez la lire, elle est vraiment vachement bien, elle devrait vous donner envie de voir la série. Et pour cause, c'est une des créations françaises télévisuelles les plus accomplies qui soient, c'est admirablement mis en scène, c'est surtout formidablement écrit et interprété. Il y a un soin de caractérisation, de travail des personnages qui est remarquable, c'est d'une très grande finesse. Donc, la saison 2 d'Hippocrate, on reprend après la saison 1, ce qui est assez logique quand on y pense. Et donc, on va se retrouver donc dans un hôpital à Garches, et on va suivre le quotidien de Toubib qui se retrouve embarqué dans une crise sanitaire. Alors, pas exactement la crise sanitaire du coronavirus, tout simplement la crise de l'hôpital telle qu'on la connaît, telle qu'on la connaissait depuis des années. Et un des grands honneurs de la série, c'est peut-être justement, quand bien même sa production a été un temps interrompue par la crise sanitaire, de ne pas s'être totalement métamorphosé ou d'avoir voulu faire de la pandémie, on va dire, un levier un peu facile pour, au contraire, vraiment se plonger dans ce qui fait les spécificités de l'hôpital français, dans ce que vivent les soignants français, mais tout ça en étant vraiment au cœur de l'idée de fiction, de drame, voire de tragédie. C'est grandement écrit, c'est superbement interprété. Il y a notamment un nouveau venu en chef de service urgentiste cette année qui est interprété par Bouli Lanners, immense comédien. Mais on retrouve évidemment Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, ils sont tous grandioses, ils sont tous superbement dirigés et ça confirme que Thomas Lilti est un des créateurs les plus intéressants, les plus fins, sans doute les plus humanistes qui travaillent actuellement dans l'Hexagone et ça fait beaucoup de bien. Filez voir Hippocrate saison 2, c'est sur Canal et ça vaut vraiment le détour. Voilà, cette vidéo s'achève ici, on espère que vous aurez eu grand plaisir à la liker, à la commenter, à nous dire des choses gentilles, à nous dire des choses méchantes. Abonnez-vous, n'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez-nous, donnez-nous de l'argent, comme ça nous aussi on pourra aller taper la bamboche dans des restaurants clandestins avec des sosies de Michel Polnareff. Tout le monde n'a pas cette chance et on aimerait bien ne pas mourir idiot, enfin pas totalement. Donc voilà, on vous embrasse, on pense très fort à vous, on espère que ça va de votre côté. À bientôt. Stop!